Je m'appelle Corentin, ou plutôt Coco. D'ailleurs, à chaque grande occasion, je me décapsule une noix de coco. 6 mois avant celle-ci, je partais du Bangladesh à l'aventure sur Taratari, mon petit voilier de pêche bengali, direction la France. 9000 milles à travers l'océan Indien, la mer Rouge et la Méditerranée. 9 pays visités en 6 mois. Tout ça sur un bateau de 9 mètres, construit en toile de jute, résine et matériel de récup. J'ai 27 ans. Je suis parti en 2009 travailler pour un petit chantier qui construit des bateaux de pêche à Dhaka, au Bangladesh. Je suis ingénieur, mais je n'y connaissais pas grand chose en voile. J'ai construit mon bateau en 3 mois avec l'aide des ouvriers. C'est le premier bateau à intégrer de la fibre de jute. La résine, c'est du polyester classique. Pratiquement tout l'équipement de base vient des épaves des cargos de Chittagong. Pour le reste, des partenaires m'ont aidé. Incidence m'a fait des super voiles, Plastimo et Erken m'ont équipé. En tout, ça m'a coûté 3500 €. Pas mal, non? Taratari est inspiré des bateaux de pêche traditionnels du Bangladesh. Mais il a été dessiné par un cabinet français et pas n'importe lequel. VPLP, qui dessine les voiliers les plus rapides du monde. Vous me direz, pourquoi en jute? Un bateau, c'est pas un sac à patates? Tout simplement pour démontrer qu'on peut remplacer la fibre de verre par une plante traditionnelle. C'est plus écolo, moins cher, et puis ça fait vivre le pays. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à bord de Taratari. C'est le gros stress parce que le soleil se couche et hier et avant-hier à cette heure-ci, une fois le soleil couché, tout s'est éteint et j'ai dû barrer toute la nuit, et ce qui m'a fait passer 2 nuits de merde. Et voilà le cerveau de mon bateau et aussi la raison pour laquelle je dors mal depuis 5 jours. Il y a d'abord eu, ça j'ai mis 24 heures à le trouver, un problème avec cet interrupteur là qui commandait mon pilote automatique et je sais pas, qui est bangla. Voilà l'explication. Et ensuite depuis 2 jours, et je sais pas encore si c'était vraiment le problème, il y a mes batteries qui se rechargeaient plus, et je pense que c'est à cause de ces types de fils là qui sont aussi bangla. Et donc je vais voir, le soleil est en train de se coucher dehors. Et je vais voir d'ici 1 heure ou 2 si je vais passer une mauvaise nuit ou pas. On est le 23 février, toujours au large des côtes birmanes. Et je fête aujourd'hui ma première vraie nuit passée en mer. Parce que le pilote a pu marcher toute la nuit et j'ai juste eu à me lever de temps en temps pour vérifier le cap. Voilà, aux autres nuits où j'ai dû barrer toute la nuit, c'était un vrai luxe. Pour fêter ça, je me décapsule une noix de coco. Ce matin, il n'y a pas de vent et je viens d'apprendre qu'il n'y aura pas de vent pendant 2 ou 3 jours encore. C'est pénible et du coup je vais sacrifier de noix de coco pour les dieux du vent au cas où. Elle est pourrie. Tintin, j'ai eu mon premier poisson. Au lancer, j'ai vu un mec faire ça à Djibouti il y a 2 ans. Je fais tourner le fil autour de la main, je lance et je tire d'un coup. Là j'ai vu un banc de poissons, ça doit être que des poissons comme ça. Et celui-là est venu. Je suis maintenant plus très loin du Sri Lanka. Mais ça fait 3 jours que je dors à peine à cause de ces espèces de grosses bêtes. Sinon tout va bien. C'est fatigant de faire que des siestes de 10 minutes. Aujourd'hui 4 avril, on est exactement au milieu de l'océan Indien. Et pour fêter ça, je mange mon cassoulet que je garde précieusement depuis 1 mois et demi. Et ça va me faire du bien, surtout que cette nuit il y a eu pas mal de vent.
Et les vagues ont commencé à déferler, il y a des déferlantes qui sont rentrées dans mon bateau. Et du coup j'ai passé une nuit tout mouillé, tout humide, et donc là je sèche en mangeant mon cassoulet. En fait, ils sont arrivés à 5 militaires sur un bateau rapide, à rebord. Ils sont arrivés près de mon bateau, parallèle. Ils s'est présenté. Et ils m'ont dit que j'étais dans les eaux les plus dangereuses du monde parce que là j'entrais dans la zone des pirates. Même j'étais au milieu de la zone des pirates. Alors moi ça m'a beaucoup étonné parce que je me suis beaucoup renseigné sur les pirates. Et je pensais être hors de leur zone d'attaque. Ils m'ont donné un numéro de téléphone à joindre si jamais je vois un bateau arriver. Puis j'ai pris plein de petites dispositions sur le bateau pour accueillir les pirates. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'arrive pas à comprendre ce que c'est que ce truc. C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est des gros vents de poisson? Enfin, il y a une demi-heure, il y a un cargo qui est arrivé sans signal radar. Et c'est la première fois que ça m'arrive que mon détecteur radar détecte pas un cargo. Et du coup ça m'a vraiment inquiété, je me suis dit que c'était un cargo pris par les pirates. J'ai affalé les voiles, j'ai téléphoné au centre, je leur ai expliqué qu'il y avait un cargo qui faisait pas de signal. C'est vraiment bizarre ces espèces de trucs là. J'ai préparé mon sac survie, prêt à me jeter à l'eau si je voyais des petits bateaux arriver. Et en fait il est passé, donc j'ai rappelé le centre. Je leur ai dit que c'était bon. Et là il y a eu ce bruit bizarre et ça m'a vraiment inquiété. J'ai cru au début que c'était les vagues du cargo, parce qu'il n'est pas passé loin. En fait ça a l'air d'être des poissons. Bon, heureusement la nuit tombe. Pouh, dans cette zone de pirates, la nuit qui tombe c'est une délivrance. Bon, nouvelle noix de coco. Par contre celle-là je l'ouvre pas pour fêter un truc mais pour me donner du courage parce que les 6 jours qui viennent ça va être vraiment pénible je sens. En fait mon objectif c'est de voir les pirates avant qu'ils arrivent à me voir et du coup je passe tout mon temps à regarder l'horizon et comme il n'y a pas beaucoup de vent, surtout hier il n'y avait vraiment pas du tout de vent, j'ai passé une après-midi horrible. Comme il n'y a pas beaucoup de vent il fait super chaud et c'est vraiment pénible. La Navy omanaise m'a proposé de les suivre jusqu'en mer Rouge et donc ils me tractent et il y a un navire de guerre qui nous suit pour éviter les pirates. Je suis en pleine sécurité et c'est parfait. Bon, on est près du détroit de Bab el-Mandeb et à l'horizon là on voit 3 petites embarcations qui sont des petits bateaux rapides. Et c'est exactement le type de bateaux qu'on appelle skiff qui sont utilisés par les pirates. Donc je remercie encore la Navy d'Oman parce que là j'aurais été complètement effrayé de voir ça. Et le Shabab Oman qui fait une halle là pour la vedette militaire qui les accompagne. Ça y est, je suis en train de quitter le Shabab Oman. C'est vraiment génial, cette traversée est vraiment mythique. On est toujours sur l'île Oupkan. Donc j'attends que Arthur rapporte le dîner. Intrigué sans doute par une boîte de conserve. Ah non. Génial. Et voilà le dîner. On est en train de traverser la mer Rouge et pour fêter ça, on ouvre une noix de coco.
Et là on a des super conditions, il y a un peu de houle, mais il y a pas mal du vent, du coup on va quasiment à 5 nœuds et on arrive sur les côtes africaines demain ou après-demain. On a encore eu des bonnes nouvelles grâce à la radio et de la bonne musique. Alors vive la France et vive le Jute. Je crois qu'il faut juste préciser qu'on est au large des côtes soudanaises. C'est la première fois qu'on allume cette radio qui nous a coûté un bras, avec laquelle on n'a jamais réussi à avoir la météo. Et pour la première fois qu'on capte quelque chose à la radio, c'est de la musique, c'est une radio française. Et on est super contents. Alors on fait ça avec des petits ponches. Voilà, on est à Swakine. On avait pas mal de petits trucs à faire, de réparation et d'achat, et on a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre hier. On arrive au milieu des ruines, mais on est content d'être là, il est 4 h de l'après-midi, il fait beau. On a juste un petit problème, il n'y a pas de ponton sur ce port, et du coup, comme on n'a pas d'annexe, on était obligé d'aller à la nage trouver une solution. Et j'ai l'impression que Corentin en a trouvé une. Il arrive à la rame. C'est sympa la mer rouge, mais il y a des calmes et des vents forts. Alors au début on pensait que pendant les calmes on ferait de la plongée et pendant les vents forts on avancerait vite. En fait c'est le contraire, les vents forts sont très forts, les calmes sont très calmes et du coup pendant les vents forts on est à terre et on répare le bateau. Et pendant les calmes on avance mais au moteur. Et le bateau n'est pas tellement fait pour faire du moteur. Je sais pas si on m'entend bien. Tout vibre, il faut écoper toutes les quarts d'heure. Et ça fait un bruit de dingue. On a une espèce de temps dégueulasse. C'est une espèce de brume qui est chargée de sable. Qui est partout autour. On a une visibilité qui est nulle. On est censé être à 5000 de notre prochain mouillage et à 10 000 et on voit toujours rien. On a mal dormi parce que cette nuit on a eu un problème de pilote automatique et un problème de refroidissement du moteur. Tout ça alors que les prévisions étaient bonnes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'espère que ça sera mieux demain. Enfin non, demain c'est pire d'ailleurs, ils annoncent une grosse journée, donc là on va aller se réfugier à Shaker Island, à l'entrée du détroit de Goubal, c'est ça? Ouais. On est à Shaker Island, un mouillage magnifique, et c'est l'heure du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Il y a de la semoule, du sucre, de l'huile. Ah, des cacahuètes, je vais mettre des cacahuètes. On est en train de visser le bateau pour pouvoir changer une pièce, la pièce dans laquelle l'arbre d'hélice tourne. Le vent se calme, on planifie notre route pour passer tout près des riffs. Et c'est un peu risqué de passer tout près des riffs, mais comme on a un GPS et une carte précise, on peut se le permettre. Et ça va surtout nous éviter la houle, et donc on pourra avancer plus vite. Parce qu'avec la houle et le vent fort contraire, on a du mal à avancer. Deuxième jour du canal de Suez, on arrive dans environ 3 heures et cette vidéo est dédicacée au pilote qu'on aperçoit derrière, qui apparaît toute la journée. Et j'ai pu lire des bouquins en regardant les cargos passer. Et ça y est, je suis en Méditerranée, j'ai quitté l'Égypte. Après l'expérience du canal de Suez qui était un peu pénible, on est resté bloqué 2 semaines parce que on n'avait pas les bons papiers, l'ingénieur voulait pas nous laisser passer, plein de problèmes qui se sont suivis. Le premier jour on s'est fait traîner par un bateau de pêche, donc ça allait assez vite, mais il faisait une fumée noire horrible. On est arrivé plein de suie à Ismailia au milieu du canal le soir.
Et le lendemain, avec l'autre pilote, on a fait 12 heures de moteur, donc c'était fatigant et pas très drôle. On est le 2 juillet au large des côtes turques et on rase les falaises turques parce qu'il y a un vent de travers qui nous fait aller à 5 nœuds et il y a Aurélien qui s'occupe du dîner. T'arrêtes de faire des nœuds. Et c'est parti pour le canal de Corinthe. Et je sais pas ce que j'ai, je suis épuisé quoi. En fait j'ai passé le canal de Corinthe lundi matin. Lundi soir il y a eu un coup de vent assez fort et le bateau faisait que de chasser et il y a le pilote automatique qui s'est cassé. J'ai navigué toute la nuit sans dormir lundi soir. Mardi matin je me suis posé au premier ancrage, je suis allé à Athènes. J'ai déposé le pilote automatique mardi après-midi. J'ai dormi à Athènes dans le port mardi soir. Mercredi, j'ai été rechercher le pilote. Ils ont été sympas, ils m'ont très rapidement réparé. Jeudi, j'ai bricolé sur le bateau. J'ai réparé pas mal de trucs. J'ai nettoyé toute la coque nickel. Et là, on est vendredi. Et je repars mais je suis vraiment fatigué, alors je m'offre un petit aspirine, je sais pas ce que c'est. Malgré toutes les galères techniques, l'humidité, la fatigue, le stress des coups de vent, des courants, des cargos, des récifs, des requins, de l'administration et des pirates, j'ai quand même atteint mon objectif. Montrer qu'un bateau construit en toile de jute, ça résiste presque à tout. Je reviens aussi avec des images magnifiques plein les yeux et de super souvenirs. Et surtout, une grande motivation pour l'étape suivante. Créer un centre de recherche pour étudier des solutions aux problèmes de l'eau et du réchauffement climatique au Bangladesh. Et bien sûr, développer dans le pays l'utilisation du jute pour remplacer la fibre de verre. J'espère bien trouver des fonds pour financer cet ambitieux projet et pourquoi pas, un jour, repartir sur un autre Taratari.